Les bouddhistes disent ça fait 2500 ans qu'on cherche l'ego, on ne l'a toujours pas trouvé. Et alors ça fait les gens quand je leur dis ça, ils se disent attends, de quoi ils parlent. Mais en fait, il faut poser la question à l'inverse. Quand je suis souvent dans les stages, je leur dis mais quand vous dites moi, quand vous dites je, vous faites référence à quoi exactement? Parce que la plupart des gens ne le savent même pas. En fait, ils ont une perception, ils ont une idée, en fait. Parce que finalement, c'est que ça, c'est un concept. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont une idée d'un moi, mais sans savoir ce que c'est réellement. Et donc, moi, je fais l'inverse, justement, c'est que je leur pose la question, je leur dis, mais à quoi vous faites référence exactement? À vos pensées, à vos émotions, à ce qui s'élève dans l'esprit, mais à quoi est-ce que exactement vous faites référence? Parce que j'invite vraiment les gens à se poser cette question. Et ça rejoint ce que disent les bouddhistes, effectivement, ça fait 2500 ans qu'on cherche un ego, on ne l'a toujours pas trouvé. Parce que c'est un jour, dans un enseignement, j'étais avec le Dalai Lama dans une des formations que j'ai suivies avec lui, et il disait, mais en toute logique, si une chose existe, plus on la cherche, plus on devrait la trouver. Ouais. Et en ce qui concerne l'ego ou le moi, ce qu'on appelle la notion d'un moi, plus on cherche un moi, plus on a de difficultés à le trouver. Alors c'est rigolo parce que les gens, aussitôt, je devine, les gens qui ont un mental très fort vont dire mais si, quand même, il y a quand même un moi qui existe, il y a une entité, etc. Mais on se heurte toujours, justement, parce qu'on se rend compte qu'on est simplement dans une interprétation et pas dans un état de fait. Parce qu'effectivement, on va voir que l'ego est quelque chose qui ne peut pas s'identifier dans la réalité, puisque et là, on va reprendre des notions comme l'impermanence, par exemple. Tout est impermanent. Rien ne dure. Il n'y a rien dans l'univers qui ne dure. D'ailleurs, je ne sais plus qui disait, d'ailleurs, la seule chose qui dure, c'est le changement. Ouais. Et les bouddhistes disent la même chose. En fait, la seule chose qui soit permanente, c'est justement l'impermanence. Donc tout change. Il n'y a rien dans l'univers, même l'élément le plus dur, le plus solide dans l'univers, les scientifiques le disent, vous mettez un microscope atomique dessus, vous allez voir que ça change, ça se transforme en permanence tout le temps, tout le temps. Il n'y a rien qui n'ait d'existence solide, immuable. Et puis aussi, la notion d'interdépendance, on en a déjà parlé aussi dans des émissions, c'est très important, c'est qu'on se rend compte que tout est interdépendant. C'est que tout s'interpénètre. Par exemple, je prends l'exemple d'un nuage. Un nuage n'existe pas par lui-même. Il existe à la faveur d'un grand nombre de causes et de conditions, et c'est-à-dire c'est grâce justement à cette interdépendance entre les phénomènes que le phénomène nuage va pouvoir se produire. Mais en réalité, si on cherche un nuage, on n'en trouve pas, en réalité. C'est qu'on va avoir un ensemble de causes et de conditions qui se réunissent et qui font se manifester ce nuage. Mais nous, on le nomme un nuage, mais on a assez conscience, c'est relativement facile avec un nuage, parce qu'on le voit changer, on va changer de forme, etc. Mais on l'appelle toujours nuage. Mais dans les faits, dans la réalité, quand on commence à s'approcher, plus on s'approche du nuage, plus on a de difficulté à trouver un nuage. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de... Cette réalité qu'on appelle nuage n'a pas d'existence en soi. Eh bien, lorsqu'on aborde l'ego, alors là, je sens qu'il y en a qui vont se dire « Waouh, ça me fait vaciller ». Mais en ce qui concerne l'ego, c'est la même chose. C'est-à-dire que plus on va essayer de se rapprocher d'un ego, plus on va essayer de trouver quelque chose de clairement défini, avec des limites, où est le début, où est la fin, etc., eh bien, on en est totalement incapable. C'est-à-dire que cet ego, en fait, n'a pas d'existence en soi. C'est pour ça qu'on parle dans le bouddhisme, on parle de l'idée d'un moi, pas d'un moi en réalité, parce que le moi est un concept, n'est pas une réalité en soi. Je reprends l'exemple je sais bien qu'on l'a amorcé la dernière fois, quand on parlait des vagues de la mer. En fait, une vague, là c'est pareil, c'est comme un nuage. Elle doit son existence à la conjonction d'un ensemble de causes et de conditions. Et donc, le jeu de l'interdépendance, de tous ces phénomènes qui font que cette vague se forme à la surface. Mais cette vague pourrait avoir le sentiment d'une identité à part, et même à la limite d'une identité immuable. Mais cette vague, on peut imaginer que ça lui fait flipper l'idée de la mort, parce que si elle est attachée justement à une idée d'elle-même, effectivement, là, c'est là où il va y avoir toutes sortes de problèmes qui sont justement inhérents à cette notion d'un moi immuable au sein de l'esprit. Et là, on peut effectivement commencer à se poser la question, où serait ce moi? Est-ce qu'il est associé au corps? Le seul problème, c'est que s'il est associé au corps,
ce corps est tout le temps changeant. On sait très bien que au bout de 7 ans, notre structure atomique a complètement changé. On ne retrouve plus un seul des atomes qu'on avait 7 ans avant. Donc on se dit, mais il est où ce moi s'il n'est pas dans le corps? Puisque le corps, lui, est tout le temps changeant. Est-ce qu'il est au niveau de mes pensées? Mais on va voir que ma façon de penser, depuis ma naissance, a complètement changé. Ouais, elle évolue. Changé, mes perceptions ont complètement changé. Je peux voir que, et on sait par exemple que ce que nous voyons visuellement, c'est le résultat non seulement des sensations physiques, mais aussi d'une éducation. Par exemple, si on opère un aveugle-né, eh bien, quand il va recouvrer la vue, en fait, il ne verra pas les choses comme nous on les voit, il va avoir des taches de lumière. Donc il n'a pas cette perception. Et qu'en fait, nous, ce qu'on voit, par exemple, la table, etc., on la voit parce que notre sens a été éduqué. Et pas parce que c'est une réalité en soi. En fait, on pourrait presque même dire, c'est que nous percevons la réalité par l'intermédiaire de nos sens. Mais que serait la réalité, justement, si nos sens fonctionnaient de manière complètement différente? Si on avait un système nerveux totalement différent? Donc c'est là où on peut se poser la question, où est la réalité? Ouais, alors là, ça va être un autre sujet, là. D'ailleurs, ça serait intéressant qu'on fasse une émission rien que sur qu'est-ce que c'est que la réalité. Mais oui, mais c'est étroitement lié, en fait. Hein? C'est étroitement lié. Et donc, quand on va commencer à plonger là, donc, on voit bien que cette perception extérieure, parce qu'on voit qu'en fait, on perçoit la réalité par l'intermédiaire de nos sens, mais aussi par l'interprétation que va en faire notre mental. La preuve, on l'a déjà vu dans les émissions précédentes, on met 10 personnes dans le même contexte, face à la même expérience, les 10 personnes percevront les choses de manière totalement différente, puisque personne n'a la même histoire, n'a la même perception, justement, du phénomène en question. Et c'est pour ça que souvent, ça pose des problèmes de langage, parce que quand on parle de quelque chose, il faut être sûr que la personne entend bien ce qu'on est en train de dire, si ça correspond bien à son système de référence. D'où, souvent, les malentendus. Donc ça, c'est très important. Alors, une fois qu'on a clairement conscience, on a conscience de ça, on va se dire, bon, alors, le moi, c'est pas mes pensées, puisque mes pensées sont sans cesse changeantes. Quand on pratique la méditation, par exemple, c'est extraordinaire. Quelqu'un qui va pousser très loin la méditation, là, on est dans un phénomène d'observation pure. On n'est pas du tout dans la croyance, on n'est pas du tout dans la subjectivité, on n'est pas du tout dans, dans la philosophie. Il s'agit de regarder, c'est un phénomène d'observation. C'est-à-dire que quand on pratique la méditation, on va voir qu'effectivement nos pensées, elles apparaissent, elles disparaissent, et on peut avoir un sentiment d'un flux continu dans nos pensées. Ouais. Mais en réalité, si on prend le temps de regarder, d'être suffisamment attentif, c'est-à-dire que quand la pensée commence à se calmer et à s'apaiser, on va voir que lorsqu'une pensée s'élève et qu'elle disparaît, mais une fois qu'elle a disparu et avant qu'une autre s'élève, eh bien on va voir qu'il y a un espace entre deux pensées, en réalité. Oui. Et donc là, on peut se dire comment on s'attache à la pensée. Le moi, on l'identifie aux pensées. Mais on peut voir qu'entre deux pensées, justement, il y a une absence de pensée. Donc, il est où le moi? Et là, ça commence à poser quelques problèmes. Et là, on a une sensation, on pourrait presque dire une sensation d'existence, mais où il n'y a pas, justement, il n'y a plus de moi. Ce moi auquel je suis tellement attaché, cette identité, ce que je pense être mon identité. Parce que dans la vie courante, dans mon évolution ordinaire, je donne une certaine image de moi. J'ai une certaine même image de moi, et une image souvent dont je ne suis pas consciente, à laquelle je suis attaché. Mais ça n'est qu'une image. Et cette image est fluctuante, puisqu'elle est toujours changeante. En fait, ce qui donne cette idée, ce sentiment de fixité de l'image, c'est parce qu'on y est attaché. Pas parce qu'elle a une existence réelle, c'est juste parce qu'on est attaché à une certaine image de nous. Et comme on veut avoir une image, et là on est complètement dans le paraître, parce que je veux être aimé, je vais me montrer sur mon meilleur jour. Bon, le problème c'est que quand on est dans le paraître, et c'est ça tout le problème, c'est que plus je veux paraître, plus je veux donner une certaine image de moi, plus je vais devoir refouler tout ce qui n'est pas en rapport avec cette image que je pense être de moi. Ça, c'est moi. Et le problème, c'est qu'on entre en bagarre avec toutes ces parties de nous, en fait, qu'on essaie de refouler autant bien que mal. Il y a cette espèce de bagarre sans cesse, et c'est là où, justement, on commence à souffrir terriblement de stress, parce qu'il faut se montrer sur notre meilleur jour. Pourquoi? Parce qu'on veut être aimé, on est prisonnier de ce besoin d'être aimé, de reconnaissance, de toutes ces peurs, parce que voilà, on cherche l'amour à l'extérieur, là où il n'est pas finalement. Parce qu'on n'a aucune conscience
de ce qu'on pourrait appeler notre véritable identité. Même le terme identité est assez inapproprié, puisque quand on va réaliser notre véritable nature, et ça c'est ce que j'aime beaucoup dans le, comment dire, la terminologie bouddhiste, c'est qu'il parle de l'esprit et de la véritable nature de l'esprit, c'est-à-dire ce que nous sommes réellement. Et là, quand on va voir justement, on a beaucoup parlé justement de l'impermanence, de l'interdépendance et de la vacuité, c'est-à-dire que les phénomènes n'existent que par le jeu des causes et des conditions. Et ça, c'est extraordinairement intéressant. Et on va voir justement que notre véritable nature, comme disent les bouddhistes, elle est vacuité, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'existence en soi solide, immuable. Alors là, ça fait flipper les gens parce qu'ils se disent waouh, en fait, c'est comme si la vague prend conscience, en réalité, qu'elle est l'océan. Ouais. Elle n'est même pas une partie du tout, elle est le tout. Elle a toutes les caractéristiques de l'océan en elle-même. C'est juste une manifestation. En fait, nous sommes une manifestation de notre véritable nature. Et bon, là, c'est sûr que ça en fout un coup à l'ego. Ouais, c'est ça. Parce que l'ego, on est quand même attaché à l'ego. Si on perd l'ego quelque part, est-ce qu'on perd une partie de son âme en disant qu'on perd l'ego? Non, au contraire, on retrouve notre âme. On découvre ce que nous sommes réellement. Et c'est immense, c'est infini, c'est vaste. C'est, comme disait Sogyal Rinpoché, vous réalisez l'illimité. Et il n'y a plus de raison d'avoir peur de quoi que ce soit. C'est absolument extraordinaire. Quand on a cette conscience extrêmement ouverte et large sur ce que nous sommes, mais tout nous, comme disent les bouddhistes, abandonne-toi à l'univers et tout sera donné. J'aime bien cette phrase. J'aime bien. Imaginons, alors donc ce que je comprends bien, c'est que l'ego en fait se construit avec le temps, avec ce qui nous entoure. Il devient présent. Avec une idée. Avec une idée, oui, avec une idée. Pardon ? C'est une idée du moi, mais quand on demande aux gens à préciser cette idée, ils en sont capables. C'est ça, mais c'est pour ça quand j'en reviens à ta question, c'est quoi le jeu ? Pendant que tu parlais, j'étais en train de réfléchir, et en effet, j'ai pas vraiment d'explication, c'est quoi le jeu ? Il y a une multitude de jeux, ça dépend des moments, de l'endroit, des circonstances. Alors quand les gens, surtout, moi je demande aux gens de jouer le jeu, parce qu'ils vont prendre référence à des concepts qu'ils ont lus dans des livres ou à une idée qui se sont construites, mais on reste dans le domaine de l'idée, pas de la réalité. Donc, il s'agit de sonder son esprit et d'aller vraiment explorer son esprit et d'essayer réellement de trouver ce moi, ce jeu auquel on fait référence. Et pas se contenter de concepts. Parce que les gens, quand ils me donnent ce genre de réponse, je vois bien qu'ils ont besoin d'être rassurés parce que ça les fait flipper. Oui, c'est ça. En fait, l'ego, quelque part, est rassurant. Bah, oui et non. Parce que justement, si on s'appuie sur quelque chose, il s'agit de réaliser, comment dire, quand on prend conscience de la véritable nature des phénomènes, moi, justement, c'est pas très rassurant de s'attacher à un moi, puisque, justement, il n'a pas d'existence en soi. C'est d'accord. Pour les personnes du commun des mortels qui sont pas sur un chemin d'éveil ou de conscience, eux, ça les rassure. C'est vrai que pour les personnes qui ont commencé à cheminer, on s'aperçoit de plus en plus que oui, l'ego, ok, il est bien gentil, il a été présent, il nous a aidés, mais en fait, on fait partie d'un tout. Et en fait, on est la mer plus qu'une vague unitaire. Mais donc, si j'en reviens pour les personnes qui justement sont nées et qui sont accrochées à leur ego là. Tout le monde est accroché à son ego d'ailleurs. Comment ? c'est pas les personnes qui sont accrochées à leur ego. C'est la majorité des gens qui vivent justement dans cette illusion d'un moi. Alors, je ne veux pas leur faire peur, mais c'est trop tard. Que la dernière fois, on leur disait que c'était bon d'avoir un ego sain. C'est vrai que c'est bien d'avoir, on pourrait appeler un ego sain, en sachant qu'on est, comment dire, c'est Barbarin qui disait, moi je trouvais ça extraordinaire, il disait, tant qu'à penser, autant penser heureux, parce que ça n'aura pas le même effet. Ouais, ça c'est bon aussi, hein, Barbarin. Voilà. Et il a écrit un livre que j'avais adoré, j'ai plus de titre, alors ça me reviendra certainement. Et je trouvais ça extraordinaire. Et il a raison. Tant qu'à penser, autant penser heureux. Mais ça va nous aider justement à nous débarrasser parce que, en fait, la véritable angoisse, t'imagines, c'est au moment de la mort. C'est que ce qui va nous faire flipper, c'est justement parce qu'on est attaché à un moi dont on n'a aucune connaissance, dont on n'a aucune notion, dont on ne sait pas finalement ce que c'est. Alors, on a des définitions, mais c'est complètement abstrait parce que même en psychologie, on parle du moi.
Mais vous demandez à un psychologue de vous dire, mais c'est quoi exactement le moi? Ils n'y arrivent pas. Ouais. Ils n'y arrivent pas. Ils vont vous sortir des tas de définitions qu'ils ont appris savamment à l'école, mais ils ne sont pas allés voir par eux-mêmes. Ils n'ont pas cet esprit méditatif qui consiste à justement tourner la conscience et regarder en soi et d'essayer de voir, bon, c'est quoi réellement ce moi? Parce que moi, on m'a dit plein de choses sur le moi, j'entends des concepts, j'ai lu dans des tas de livres, et souvent les gens, c'est extraordinaire parce qu'ils me disent, oui, mais dans les livres, on a dit ça, tel auteur, il a dit ça. Je dis, oui, l'auteur, il a dit ça, mais qu'en est-il de la réalité? Ouais. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je me fous de ce que les gens peuvent dire. On a l'impression que, bah oui, forcément, si lui, il l'a dit dans un livre, c'est la réalité. Je vous dis, c'est fantastique. Ouais, C'est presque de la... ça, c'est en effet un effet pervers de tout ce qui est écrit ou ce qui est filmé d'ailleurs. Hein. Et puis on s'aperçoit bien sur Internet qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Et il faut en faire la part des choses. Et dans cet ordre d'idées, c'est extraordinaire parce que les autres, parfois, nous fabriquent même un moi. Parce que je vois quand j'ai commencé à sortir, j'ai sorti mon premier livre, les gens ne me regardaient plus de la même manière. Ouais. J'étais devenu une autorité. Pourtant, j'étais la même personne avant. Et après le livre, c'était la même chose. Mais d'un seul coup, c'était plus le même Bruno. Ou alors parce que les gens m'ont vu à une conférence, d'un seul coup, c'était plus le même Bruno. Mais si, c'est toujours le même Bruno. Celui qui était avant, celui qui était après, c'est la même chose. Il y a rien qui va mentalement changer. Petit piège de ça, c'est que, ok, tu peux être quelqu'un de très simple avec un ego. On va parler des différents égos d'ailleurs, hein, mais un ego très, très correct. Et puis d'un seul coup, paf, t'écris un livre, tout le monde te fait la bise, te félicite, etc. Et puis là, l'ego, là, hop, il prend un niveau supplémentaire en disant oh, je suis reconnu. Voilà, on se croit important. Et c'est ça le truc. Et c'est ça le danger d'ailleurs. C'est que justement, on laisse notre bonheur, on en a déjà largement parlé, mais on laisse notre bonheur dépendre des circonstances extérieures. Ouais, moi, je t'avoue que je m'en fous moi, d'avoir sorti un livre, c'est pas ça. Mais j'ai écrit le livre pour aider les gens, pas pour valoriser mon ego. Et j'étais fier, et c'est normal parce que ça donne une certaine estime de soi. J'étais fier de l'avoir sorti, puis surtout fier de voir que ça a apporté tellement de choses aux gens. C'est tout ça qui était important. Mais ça ne change rien sur le fond à ma vie, d'autant plus qu'on sait que c'est comme quand on gagne au loto ou quand on rencontre un homme ou une femme, c'est la lutte de miel au début, on est content, puis après, bon. Ouais, après le temps passe. Hein. Voilà, après le temps passe. C'est pour ça que les gens disent oh, j'ai rencontré un homme merveilleux, extraordinaire. Je dis écoute, tu m'en diras ça dans quelques années. Donc voilà. Mais on vit pas dans la réalité. On vit complètement dans l'idée, dans une idée de soi. Et une idée qui reste vague, parce que la preuve, c'est que quand on demande aux gens de préciser, sans faire référence justement à tous ces écrits qu'on a de part et d'autre, où les gens se disent, ça fait penser un peu à, il y a des gens qui étaient venus me voir une fois avec la Bible, oui mais c'est dans la Bible, oui mais c'est dans la Bible, alors je leur dis, mais oui mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est extraordinaire, dire qu'on voilà, on fait pas confiance à sa propre appréciation, à son propre regard, et ça c'est très important. Donc les gens on part réellement, quand on commence à leur poser la question, ils sont incapables d'avoir une idée précise eux-mêmes de ce qu'est justement ce moi. Et ça demande à préciser. Et là, c'est important. Et là, on aborde, c'est souvent là où on a ce qu'on appelle la crise existentielle. Ouais. C'est de se dire, eh oui, au fait, je suis qui? Ouais. Parce que et on commence à chercher. Et là, effectivement, et on peut avoir une période comme ça d'angoisse, où on se sent très angoissé, parce qu'on réalise justement qu'on n'a rien réalisé de nous. On n'a aucune conscience de qui nous sommes réellement. De ce que nous sommes, on devrait plutôt dire, plutôt que de qui nous sommes, de ce que nous sommes réellement, de notre véritable nature. Et quand on a conscience justement de notre véritable nature, notre véritable identité, mais quelle paix, quelle joie, quel bonheur. Parce que notre bonheur ne peut plus dépendre des conditions extérieures. Et contrairement à ce que les gens, puisque les gens peuvent redouter, là je suis en train d'essayer de montrer ce que c'est quand on a justement débarrassé de son ego, c'est que quelle joie, quel bonheur, parce que justement notre bonheur ne dépend plus des circonstances extérieures. C'est-à-dire qu'on a un plaisir immense à rencontrer l'autre, mais s'il n'est pas là, ça n'entame pas notre joie. On peut éprouver de la tristesse, bien sûr, on peut éprouver toutes sortes d'émotions, mais elles ne nous accable plus. Ce sont comme des vagues qui se produisent à la faveur de certaines conditions qui sont bons, auxquelles on ne s'attache pas. On a un problème de son, là, présentement. Ok, ça a l'air d'être revenu, là. Ouais, auquel, donc, on s'attache pas.
Je reviens juste, Bruno, sur justement la crise existentielle, hein, on en vit tous, hein, et puis à différents âges, différents moments de sa vie. C'est quoi la bonne question à se poser là quand on arrive dans une crise existentielle en se demandant mais qui suis-je? Justement, Sogyal Rinpoche disait une chose. Il disait la question la plus importante, c'est qui suis-je? Et la question la plus stupide, c'est qui suis-je? Ok. Là, les gens vont plus rien comprendre. Ce que je veux dire, c'est que la question la plus importante, c'est effectivement, c'est qui suis-je, parce que ça montre qu'on n'a aucune réelle conscience de ce que nous sommes. Et les gens vont vivre. Regarde ce qui se passe dans l'existence de quelqu'un qui chemine. C'est qu'on vit des tas d'expériences. On va se marier, on va avoir des enfants, on va avoir un boulot, on va avoir des tas de choses. On va accumuler un grand nombre d'expériences sans arriver à une véritable satiété, sans arriver à trouver enfin le bonheur et sans arriver à trouver la paix. Parce que voilà, j'ai une femme, je m'y attache, je suis très heureux avec elle, mais elle s'en va, ça y est, mon bonheur est complètement remis en question, je ne suis plus heureux du tout. Je perds mon job, je ne suis plus du tout heureux. Je perds mon enfant, parce que ça peut arriver, et ça c'est un drame terrible, c'est une souffrance absolument abominable, mais c'est dur à dire, mais c'est un fait de la vie, parce que ça peut arriver. Ça peut arriver. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri d'un accident. Moi, je me suis retrouvé SDF, j'ai été agressé, j'ai failli mourir plusieurs fois. C'est des faits de la vie auxquels on ne peut pas échapper. On peut mettre après tout ce qu'on veut dessus, la question n'est pas là. Mais ça arrive. Et la question, c'est que ça va nous amener à nous interroger justement sur le véritable sens de la vie. Qu'est-ce qu'on fait ici? Et où est-ce qu'il est ce bonheur? Puisque justement, je peux perdre mon compagnon ou ma compagne, je peux tout perdre du jour au lendemain. Il n'y a rien qui ne m'apporte une véritable sécurité. C'est complètement illusoire de croire ça. D'ailleurs, tous ceux qui ont suffisamment d'expérience le savent, même si, quand on est jeune, on peut avoir plein d'espoir en se disant, voilà, on se crée l'image d'une certaine vie, mais on sait que même si on arrive à réaliser ce qu'on veut, sur le fond, c'est pas ce qui va réellement nous apporter le bonheur, parce que je me rappelle d'un ami et moi qui est devenu très fortuné. Il m'a dit bon, avant je vivais de manière modeste, mais ça allait, c'était sympa. Puis j'avais une idée, je me suis dit que en devenant plus riche, je serais certainement plus heureux et plus à l'aise. Il dit maintenant que je suis plus riche, j'ai plus d'emmerdes qu'avant. Du coup, en fait, je suis passé à côté. Il dit, je suis passé à côté de l'essentiel. Donc, il dit, il y a autre chose, il y a quelque chose qui m'a échappé. Justement, c'est une belle expérience qu'il a fait là, parce que maintenant qu'il sait qu'il est passé autour de l'essentiel, il peut peut-être rectifier le tir. Et oui, tout à fait. Mais c'est pour ça qu'on a eu une longue discussion avec lui, et je trouvais ça absolument extraordinaire. Je lui dis, voilà, maintenant, bon, je lui dis, j'ai juste un peu charrié, je lui dis, bon, maintenant, est-ce que tu es prêt à abandonner ta fortune pour réaliser qui tu es? Bon. J'imagine qu'il a dit non. Bah oui. Bah voilà. Hein. Bah oui. C'est marrant parce que, en effet, hein, quand on parle d'ego, etc., les personnes sont rattachées à énormément de choses, en fait, parce qu'elles ont un peu de pouvoir dessus, elles ont un peu d'existence par rapport à ce qui existe matériellement. Tout à fait. Mais oui, parce que, encore une fois, c'est l'attachement. De la même manière qu'on s'attache à nos productions matérielles, mais on va s'attacher, on en a parlé la dernière fois, même à nos expériences spirituelles. Ouais. Parce qu'on va se dire, ça y est, j'ai trouvé qui je suis. Et puis, mais non, c'est parti, non, c'est plus là. Et donc, c'est là où il y a une question fondamentale, je dirais même un positionnement à trouver qui va justement nous donner la réponse. Mais la réponse, elle n'est pas dans les concepts, elle n'est pas dans les idées. Parce que le problème, c'est qu'on est sans arrêt en train de reformuler de nouveaux concepts. Et les bouddhistes disent ça à juste titre, et je trouve que c'est extraordinaire parce que ça se vérifie. Ils disaient l'ego se déstructure, se restructure en permanence. C'est-à-dire que nos vieilles idées font place à de nouvelles idées parce qu'effectivement, elles sont devenues caduques, elles sont inappropriées, et donc on reconstruit autre chose, et donc on s'attache à nouveau à ces idées. Mais ces idées sont à nouveau balayées au gré des expériences qu'on vit, elles sont à nouveau balayées justement par de nouvelles idées, parce que notre champ de conscience, parce que la réalisation, c'est ça aussi, c'est un élargissement du champ de conscience et un processus de renoncement. On renonce parce qu'on renonce à nos vieilles idées, à nos vieux attachements, et on passe. Et c'est là où justement, c'est intéressant de se poser la question, où est le moi dans tout ça, justement? Où est le moi à travers ce changement? Et c'est ça qui est extraordinaire. Et donc, en progressant, en avançant dans la vie, dans l'existence, tout le monde ne se pose pas la question, mais on peut arriver à cette question fondamentale.
que suis-je réellement? Hmm. Quelle est ma véritable identité? Et c'est là où on va commencer à avoir une démarche beaucoup plus active, justement, de réalisation personnelle, parce qu'on on s'intéresse de moins en moins aux objets extérieurs, parce qu'on se rend compte qu'ils sont vains à nous apporter le moindre bonheur. C'est Hmm. pas parce que je serai riche, c'est pas parce que j'ai une femme ou plein d'enfants ou tout ce que je veux, parce que ça, c'est que du remplissage. Comme on se remplit d'expériences, comme on se remplit de concepts, comment, voilà, et le problème, c'est que tout ça finit par provoquer un véritable encombrement et nous empêche finalement d'être complètement libre et d'être heureux. On se crée des chaînes sans arrêt Hmm. et qui nous empêchent justement d'être simplement ce que nous sommes et de passer complètement à côté de cette quête fondamentale de notre véritable identité, de ce que nous sommes véritablement. Quand tu prends conscience justement de ça, là, pour des personnes qui rentrent à ce moment-là, de s'apercevoir qu'en fait l'ego n'existe pas, que c'est juste en fait quelque chose qui a été construit, il y a un choc qui arrive là-dessus, il peut y avoir un détachement matériel. Comment ça se passe là? Alors, il faut rassurer les gens parce que souvent les gens se disent mais moi je veux pas devenir moine, aller me foutre dans une grotte, C'est ça, c'est parce que pas. après quand tu t'aperçois que bon, le matériel c'est pas non plus la priorité, il te reste plus que d'aller te cacher dans une grotte et puis de méditer sur toi. Mais non, mais il ne s'agit pas, et c'est là, je pense qu'il y a vraiment une erreur fondamentale, c'est que Ouais, les gens pensent que le détachement, c'est justement rejeter le matériel, et c'est pas du tout. On a besoin, c'est comme une personne qui se dit, j'ai pas besoin de la barque pour traverser la rivière. On a besoin de cette barque, mais c'est que on fait pas de la barque l'objet de notre bonheur. c'est C'est ça. pas, c'est pas la barque qui va apporter le bonheur. C'est que c'est un accessoire, et on a besoin de tous ces accessoires. Mais la difficulté, c'est que justement, c'est comme la personne qui arrive à la berge, eh bien, elle abandonne la barque, elle n'en a plus besoin. C'est ça. Donc, c'est la même chose pour nous. C'est que même ce corps, on y est attaché, mais il va falloir l'abandonner le jour où on va mourir. On ne peut pas rester attaché au corps. C'est le corps. Mais le problème, c'est que comme on est identifié au corps, là, c'est pareil. Comme nous sommes identifiés au corps, eh bien, le jour où on meurt, mais c'est épouvantable, C'est c'est terrible. c'est bien ça, cette différence, hein, c'est le fait qu'en fait tu te détaches du matériel, mais tu ne rejettes pas le matériel. Exactement. Et là, il y a une subtilité de taille, c'est que les gens ne comprennent pas. J'ai besoin d'une maison, d'avoir un toit sur la tête, parce que je suis protégé du vent, de la pluie. Ça me permet de consacrer mon temps, par exemple, justement, à la pratique, au travail que je dois donner, etc. Donc, j'ai besoin d'un environnement. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas du bonheur, c'est du confort ou du plaisir, mais Hmm. ça n'est pas le bonheur. Le bonheur, il vient justement de la réalisation de notre véritable nature. La voiture, elle n'a que la fonction de nous emmener d'un point A à un point B. Mais par contre, on peut avoir besoin d'une voiture plus puissante parce qu'on a besoin. Je vois De bien que traquer une moi, caravane. bah oui, quand je roulais dans ma vieille 4L, je faisais 800 km, j'étais complètement épuisé. Maintenant, bon, j'ai une voiture un peu plus puissante, je peux traverser la France. Il y a un degré de fatigue nettement moins. Mais c'est purement pratique, c'est purement pragmatique. Hmm. C'est ça. J'aime bien le terme de pragmatique, hein. C'est ça qui fait vraiment la différence, hein. Mais oui, donc j'ai pas besoin de ça pour être heureux. Donc, mais c'est le jour où il n'y a pas très longtemps, il avait vu une rayure sur ma voiture. Ah, mais c'est rien, c'est une rayure. La voiture, elle continue à fonctionner. Je m'en fiche complètement, c'est pas très important. J'ai pas besoin d'une voiture propre qui brille. C'est pas, pour moi, ça n'a aucun sens et ça n'a aucun intérêt parce que mon bonheur n'est pas là. Ouais, ça. Donc tu bascules plus sur la fonctionnalité en fait de l'objet plutôt que sur sa brillance quelque part. Mais bien sûr. Donc ça, c'est très important. Donc quand on parle de renoncement, c'est justement d'être libre. Ce qui Hmm. fait que lorsqu'on a la perte d'un objet, justement, bah voilà, on m'a piqué ma voiture, bah, c'est pas bien dramatique. Hmm. Parce qu'il y a des tas de choses qu'on peut faire pour justement restaurer la situation. C'est embêtant pendant un moment, mais bon, voilà, c'est pas non plus, C'est ça. c'est pas un. Ça reste pas moins embêtant, mais c'est pas non plus dramatique en effet, quoi. Et ça nous ramène justement au moi. Parce que comme on s'identifie au moi, on s'identifie aussi à tous les objets qui sont liés à cette perception du moi. Donc comme par exemple une voiture, c'est ma voiture. Donc on m'a piqué ma voiture, on m'a piqué ma voiture. Donc c'est comme si on m'avait piqué une partie de moi. Aujourd'hui, on regarde nos enfants avec les portables. Et il y a eu des bouquins qui ont été écrits là-dessus, c'est extraordinaire. Quand on leur retire leur portable, Hmm. ils ont l'impression qu'on leur arrache un bras. Ils sont Ouais. tellement identifiés à leur téléphone que c'est pour eux une insoutenable. C'est comme si on les amputait d'une partie d'eux-mêmes.
Et c'est extraordinaire. Donc c'est là on voit justement à quel point le moi, c'est souffrance de toute façon. Le moi, c'est souffrance. C'est juste une forme. C'est une manifestation dans le temps et dans l'espace, comme une vague apparaît à la surface de l'océan et à un moment, elle va disparaître. Bien, on apparaît et on disparaît. J'aime bien cette approche. On parlait tout à l'heure, mais on reviendra au cours de la discussion de justement l'attachement en fait au bien matériel. Mais tu parlais de plusieurs types d'ego. Oui. C'est quoi tous ces types d'ego? Parce qu'il y a des bons égos, il y a des mauvais égos. C'est pas qu'il Il y a l'ego spirituel aussi. Oui, ben, il y a les égos spirituels. Mais en fait, l'ego, la nature de l'ego est déterminée par l'attachement qu'on a. On peut être très attaché à la spiritualité, par exemple, mais c'est pas de la spiritualité. On est juste attaché à la spiritualité. Et donc c'est pour ça, je donne un exemple. Justement, moi j'aime les exemples concrets. Il y a quelques années, j'ai commencé, puisque j'enseigne l'accomplissement personnel, je parle de spiritualité et tout, donc les gens se sont fait une certaine image de moi. Ouais. Et puis, je me suis mis à parler d'argent. Ouais. Bruno, mais c'est pas possible, ça a eu un tollé général extraordinaire. Donc tous les gens qui étaient identifiés justement on pourrait dire un moi soi-disant spirituel, d'un seul coup, Bruno, c'était devenu la bête noire. Ça ne pouvait pas être Bruno parce qu'il s'était fait une idée de Bruno. Et ils ne pouvaient pas tolérer que Bruno puisse s'intéresser à l'argent. Comment est-ce possible? Pour eux, un être spirituel, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à l'argent, qui s'est détaché de tout. Et là, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'attarder là-dessus, en me disant, mais il y a un vrai tabou et il faut vraiment s'en occuper parce qu'on a tous besoin d'argent, mais il faut être à l'aise. Et c'est pour ça que j'ai parlé de sérénité financière, et non pas de sécurité financière ou d'abondance. Ça, ouais. Voilà. Donc ça, c'est très important et on en a parlé dans une émission. Mais c'est là où on voit justement l'attachement au moi et l'attachement à l'idée d'un moi. Donc l'idée d'un moi, là, c'est l'idée d'un moi spirituel. Et donc le moi spirituel m'interdit de gagner de l'argent, par exemple. Et ça peut me mettre dans une misère pas possible. Et on voit souvent, tous les gens qui sont dans la spiritualité sont tous des gens fauchés. Parce qu'ils considèrent que l'argent, parce que c'est des idées qui ont été véhiculées avec le temps, avec les siècles. On a voilà, un être spirituel. Parce que peut-être qu'ils ont une idée, parce qu'un être spirituel, effectivement, ne s'attache pas à l'argent. Mais il l'utilise. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne l'utilise pas, on est bien d'accord. Mais bien sûr. Et là, c'est pareil. On peut citer, on va voir quelqu'un d'extrêmement malfaisant, s'est construit une certaine logique de vie. Il considère, parce qu'il a été blessé, il fait référence aux blessures qu'il a ressenties. Il s'identifie à ces blessures, et donc il considère que les autres sont mauvais. Et donc il se construit. Et pour protéger ce moi, par exemple, ce moi souffrant, eh bien, il va devenir agresseur. Il va agresser les autres pour se protéger, parce qu'en réalité, c'est de la peur. On sait très bien, tous les psychologues sont d'accord avec moi pour dire que, justement, quand on agresse, c'est parce qu'on a peur. Donc, on se protège, on se blinde, on crée une espèce de... Et ça peut, là aussi, c'est comme dans la spiritualité, on peut atteindre des niveaux. Des niveaux dans la destruction, parce que plus la peur est grande, plus la paranoïa est grande, plus on va être... Regarde, la preuve, l'exemple, c'est Hitler. Et il y en a plein comme ça, qui se sont forger un moi à partir d'une idée. C'est toujours à partir d'une idée. Et c'est pour ça que l'idée d'un moi reste de toute façon très limitée. Moi, je me suis construit une idée d'un moi, je suis timide. Alors voilà, comme je suis timide, je ne peux pas m'autoriser à rencontrer des gens parce que je suis timide. Et j'arrête pas. Et c'est facile en fait d'aider les gens à se libérer de leur timidité parce qu'on va leur démontrer justement, on va leur faire explorer justement ce fameux moi auquel ils sont tellement attachés. Et quand ils vont découvrir que c'est juste une idée, que c'est pas une réalité, d'un coup ils se disent mais en fait je peux oser des choses. C'est là on voit toutes les limites justement de ce moi auquel on s'attache. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et là il n'y a plus de limites. Et c'est là on découvre justement toute la dimension. Parce que quand on se libère du moi, on devient naturellement altruiste. Parce que quand les bouddhistes disent on est naturellement bon, parce que c'est inhérent à notre nature. L'aspect destructeur, c'est justement parce que on s'est identifié à une certaine idée du moi, donc autrement dit, à des aspects sombres de nous. C'est ce qu'ils appellent les obscurcissements mentaux. Et ils ont une image, pour ça, moi je trouve que c'est assez représentatif. Tu imagines le soleil avec les rayons, etc. Et puis il y a les nuages, ça je crois qu'on en a déjà parlé. Je peux être extrêmement sombre, extrêmement obscur, et effectivement, et ça va donner un personnage, justement, on dit, c'est un personnage assez sombre.
vraiment, et il y a des personnages sombres. Il y a des gens qui vont être très identifiés à la colère, d'autres qui vont être très identifiés à la jalousie, sans forcément en être conscients. Mais ça va leur donner justement des aspects très différents. Et là, on peut parler effectivement d'ego très différents, mais c'est toujours lié à l'identification et rien d'autre. Mais dans les faits, et c'est, j'ai envie de dire, sur le fond, c'est assez facile à dénouer. Il suffit que la personne mette de la lumière là-dessus, qu'elle prenne conscience qu'elle n'est pas tout ça. D'un seul coup, mais ça change toute sa perspective du monde. Mais là, on est, encore une fois, il s'agit de réalisation, pas de Ouais. compréhension intellectuelle. Parce que les gens comprennent tout. Mm. J'ai plein de gens qui viennent me voir, mais ils ont tout compris. Et surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de livres, alors ils sont remplis plein de livres, mais ils n'ont pas réalisé. Et ça, c'est autre chose. Réaliser sa véritable nature, c'est justement abandonner tous les concepts. Et comme disait un sage que j'avais rencontré, il disait toujours à ses disciples, mais est-ce que vous êtes prêts à voir voler en éclats tous vos concepts? C'est ça. Alors, je rebondis sur ça. Abandonner tous les concepts, hein, ça ne veut pas abandonner le matériel. Je me permets d'insister là-dessus parce que, comme tu le dis très justement, enfin tous les gens, on fait une généralité, mais beaucoup de gens spirituels considèrent qu'en Oui. effet, l'argent, machin, tout ça, c'est pas bien. Mais non, en fait, ça devient plus que des objets, comme un ouvrier utilise une pelle pour creuser. Il va pas creuser avec ses mains, il va prendre la pelle. Mais bien sûr. Et puis il y a une véritable hypocrisie autour de l'argent dans le monde spirituel qui est absolument extraordinaire. Parce que ces gens, ils gagnent au loto demain, ils vont garder l'argent, ils ne vont pas le donner à leur monastère. C'est extraordinaire. Et le vrai détachement, c'est pas ça. Il faut qu'on soit, justement, c'est pour ça que j'ai parlé, encore une fois, je le répète, mais j'ai parlé de sérénité financière. C'est Hmm. important d'être serein par rapport à ça, d'avoir conscience que c'est pas l'argent qui va m'apporter le bonheur, C'est que ça. l'argent, c'est un moyen. Une petite parenthèse sur la sérénité financière. On a fait une émission par rapport à ça, et d'ailleurs sur le lien, là, il va y avoir un lien qui va amener à cette émission-là. Je trouve que le terme sérénité financière, c'est vraiment très très juste, hein, parce que on prend juste ce qu'on a besoin par rapport à ce qu'on a envie de vivre là présentement. C'est pas le fait de cumuler de l'argent pour avoir de l'argent, c'est pas le fait d'avoir une autonomie financière pour avoir une autonomie financière, c'est juste avoir le juste moyen pour avancer par rapport à ses projets. Oui, tout à fait. Donc voilà, je pense que il s'agit de se rasséréner par rapport à tout ça, et parce que les gens, dans l'idée de lâcher prise, ils pensent qu'ils vont perdre. Ouais. Il y a une notion de perte, alors qu'en réalité, on ne perd pas les choses. À la limite, c'est justement s'il y a de l'attachement. Par exemple, on est attaché, on a une relation, on va dire, dépendante sur le plan affectif. Donc si on lâche prise, on va lâcher prise, mais ce qui va disparaître, justement, c'est l'attachement, c'est-à-dire l'aspect, on va dire, négatif de la relation. Donc c'est possible, par exemple, que si la personne avec qui on est très attaché à ce moi souffrant, justement, parce que ça lui fait très peur de s'ouvrir à cette réalité, Mhm. bah, il est fort possible que la relation s'arrête. Mais dans le fond, elle n'a pas de raison de s'arrêter. Mais c'est parce que justement, la personne qui va lâcher prise, qui va s'ouvrir, qui va être plus justement dans cette ouverture d'amour et de compassion, elle sera au contraire beaucoup plus enclin à aimer l'autre. Mais l'autre, comme il n'associe pas l'amour, pour lui, l'amour, c'est l'attachement. Mhm. À ce coup, il n'y a plus d'attachement, ça lui fait flipper, donc il va se barrer, il va chercher quelqu'un d'autre à qui s'attacher. Le degré de détachement, on en a parlé un petit peu dans les émissions précédentes, hein, mais quand tu prends conscience que l'ego n'existe pas, que en fait tu fais partie de la mer, ce degré de détachement, ça va très très loin. Ah mais c'est limité. C'est C'est ça. parce que réaliser sa véritable nature, c'est réaliser l'immensité de ce que nous sommes, de la nature. Encore une fois, je reprends l'exemple de la vague qui d'un seul Ouais. coup prend conscience quel est l'océan. Et il n'y a plus de limite, il y a plus de. C'est extraordinaire, on vit une joie extraordinaire. Et la seule chose qu'on a envie de faire après, parce qu'on a envie que ce soit quand même la fête, bah, c'est d'inviter les autres à réaliser qui ils sont. Ouais. Et, Ouais. de se dire, mais arrêtez, vous faites du bon pour rien. Je sais pas comment dire ça. Imaginons que nous, on a trouvé une façon de travailler qui est extrêmement habile, qui rend les choses vraiment beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles. Et on a quelqu'un qui est en train de se faire souffrir le martyr à côté de nous parce qu'il n'a pas cette méthode. Mais on aura vraiment envie de lui dire, mais tiens, fais ça, fais comme ça va être beaucoup plus facile, tout va être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus détendu, beaucoup plus heureux. Il y a un vrai partage. Ouais.
il y a un vrai partage. Si je reprends ton exemple justement et la personne n'a pas envie de changer parce qu'elle a peur de perdre sa méthode à elle, Ouais. tu fais quoi? Tu te détaches? Ça lui appartient. Et ça lui appartient. Mais c'est là on va avoir de ce qu'on peut appeler une tristesse. On est triste parce qu'on la voit se faire souffrir inutilement. Ouais. Alors on a la solution, mais là, la personne est dans le refus de voir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais bon, on va avoir la compassion. Mais en même temps, on sera là pour elle. De temps en temps, on la charriera. On lui dira, tu souffres avec ta méthode. Hein. Mais ce sera de l'amour, ce Hmm. sera de la tendresse, ce sera de la gentillesse. C'est pas pour blesser la personne. C'est juste, on est taquin pour l'aider, pour lui dire, Ah. mais qu'est-ce que tu te fais là? T'as pas besoin de tout ça. T'as pas besoin de te faire souffrir comme ça. Dans la vie terrestre que l'on vit, je regarde en même temps l'heure, dans la vie terrestre que l'on vit, l'ego a quand même une utilité, au démarrage en tout cas de sa vie, puis jusqu'à un certain point. On peut dire, un sage disait que l'enfant, à sa naissance, est unifié, mais il n'est pas conscient. Ensuite, il n'est plus unifié, mais il est un peu plus conscient. Et quand il atteint la sagesse, il est unifié et il est conscient. D'accord. Donc l'ego, c'est un maître spirituel, je trouve qu'il avait assez bien décrit ça. Il disait c'est comme une chrysalide qui nous protège le temps de la maturation. Et le moment venu, bah, le papillon va sortir de la chrysalide parce qu'effectivement, il n'a plus besoin. On peut dire que d'une certaine manière, on a besoin de cet ego, de ce moi pour justement vivre nos expériences, expérimenter, jusqu'au jour où justement on va arriver à se détacher. On peut parler là justement de ce stade de maturité. Parce qu'en fait, l'éveil, on arrive quelque part à un stade de maturité où on n'a plus besoin justement de cette chrysalide, donc on n'a plus besoin de ce moi, de cet ego, et on peut voler de nos propres ailes, et là, on est complètement libre. J'aime beaucoup cette image de chrysalide, hein. Et justement, une chrysalide, ça ne s'ouvre pas brusquement, mais c'est Et quelque non, chose de très doux, hein. mais non, parce qu'il faut que justement euh, euh, ce moi, effectivement, comme on disait tout à l'heure, il faut que ce moi, en même temps, paradoxalement, se fortifie. Hmm. C'est-à-dire parce qu'il va servir de. euh, alors, des fois, justement, il y a des blessures, mais ça, c'est encore un autre sujet. C'est pour ça que Dalai Lama disait que c'était important d'avoir un ego sain, c'est-à-dire d'avoir suffisamment d'estime de soi, de confiance en soi, parce qu'on ne peut pas traverser toutes ces expériences pour arriver justement à cette maturité si on manque de confiance en soi. Parce ça va nous laisser bloquer à des stades d'évolution. Si on a des blessures, si on doute de soi, on va rester bloqué à des stades d'évolution et de maturation. Donc il faut pouvoir vivre tous ces stades de maturation jusqu'à ce qu'on atteigne complètement l'éveil. Hmm. Et l'éveil, c'est justement le renoncement au moi. On appelle Ouais. ça, c'est la dissolution de l'ego. Ouais, clairement, c'est quand on est sorti de sa chrysalide et puis qu'on commence à voler comme un papillon. J'aime beaucoup cette image. Ego sain versus ego pas sain. Bah, un égo sain, c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui est heureux de vivre, qui gère très bien sa vie, qui est capable d'entreprendre, de réussir, parce il a assez confiance en lui, en ses capacités. Voilà, il est capable d'entreprendre des tas de choses dans sa vie sans que il se blesse pas facilement. Parce que quelqu'un qui manque de confiance en lui, c'est quelqu'un qui va forcément se blesser facilement à la moindre remarque. Donc ça, on en a parlé déjà dans Ouais. une émission sur la confiance en soi. Donc quand on arrive à voir justement cet égo sain, on est beaucoup plus fort, beaucoup plus stable, beaucoup plus mature sur le plan, on va dire, sur le plan ordinaire. Et là, on va être beaucoup plus en mesure, enfin, justement, de se détacher pour de bon de ce moi. Et même l'idée de la mort ne nous fait plus peur. On se dit, bon, bah, c'est le moment. C'est parce qu'il y a beaucoup d'attachement qu'on a peur de la mort. Hein. C'est pas pour autre chose. Hein. Le, L'ego sain, tu n'es pas forcément avec. Tu, Comment tu, ça? bah, quand tu n'es, comme tu l'expliquais tout à l'heure, hein, euh, on est quelque part avec un patrimoine, mais cet ego se construit avec le temps. On en discutait au début de l'émission, avec le temps. On peut avoir un ego qui est pas forcément plutôt sombre, on va dire, pour des personnes par exemple qui peuvent être timides, qui n'ont pas confiance, qui veulent pas s'avancer ou des choses comme ça, versus des personnes qui avec le temps évoluent vers ce qu'on appelle un ego sain, où là il y a beaucoup plus de confiance, il y a beaucoup plus d'ouverture, moins d'appréhension, moins de peur. Et la question, c'est quoi? Je sais plus.
Non, je, je suis sur l'ego sain et ça, l'ego sain, c'est parfait là-dessus, mais on peut aussi être avec un ego qui n'est pas sain. Quelqu'un qui est complètement renfermé, par exemple. Alors ça rejoindra justement ce dont on parlera dans la prochaine émission, justement sur les pratiques, parce qu'on va voir justement qu'il y a des pratiques aussi, justement, pour développer cet ego sain. Ouais. Euh, et là, on va pouvoir soit faire une thérapie, soit en tout cas, on va entreprendre une démarche pour justement, je déteste ce mot, travailler sur le mental, pour le rendre justement beaucoup plus sain. Donc de se libérer de ses blessures, de se défaire de tous ces facteurs perturbateurs de l'esprit, de façon à ce que justement ce mental ne vienne plus causer de perturbations au sein de l'esprit. Et là, on acquiert justement cet égo sain. Donc j'ai presque envie de dire, à ce moment-là, il ne s'agit même plus, il faut plus s'occuper de spiritualité, quoi que ce soit, parce qu'on voit... Ça, c'est dépendant. Mais oui, mais la spiritualité peut devenir une véritable fuite pour certaines personnes, parce que justement, elles n'ont pas envie d'aborder leur souffrance, elles n'ont pas envie de se confronter justement à leurs blessures, donc elles se créent une espèce de spiritualité un peu comme ça, c'est des gens complètement désincarnés, qui vivent dans une espèce de, je sais pas où ils sont passés. Une bulle, ouais. Voilà, donc, mais c'est une fuite, parce que ça leur flanque une trouille extraordinaire. Il y a pas très longtemps d'ailleurs, c'était très rigolo, je suis allé dans un stage, et quand je suis arrivé là-bas, j'avais l'impression qu'ils avaient tous fumé la moquette. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, parce que je me suis dit, et pour avoir discuté avec quelques personnes, ils sont dans une espèce voilà, de spiritualité, voilà, ils flottent je sais pas, dans une ère un peu étrange. Et donc, voilà, c'est un peu comme les gens, finalement, qui se droguent, et c'est pour échapper à la souffrance. Mais il faut que les gens comprennent bien une chose qui est très, très importante, c'est que c'est un peu comme si on fuyait une maladie. Si on tombe malade, par exemple, on a une blessure, je vais prendre l'exemple d'une blessure, c'est plus concret, une blessure, on a une blessure, on peut la nier, on peut se dire, bon, je m'en fous, je ne veux pas savoir. Le problème, c'est que la blessure commence à suppurer, elle commence à s'affecter, puis on risque peut-être la septicémie. Donc à un moment, on se dit, bon, stop, je m'arrête, je prends soin de cette blessure, je la soigne, je la traite, je m'en occupe. Et bien là, c'est pareil, mais il y a toutes les blessures on va dire les blessures de l'âme, les blessures de l'ego, dont il faut s'occuper. Et c'est plus... comment dire, pendant longtemps dans nos cultures, et même encore aujourd'hui, ça reste encore un peu tabou de reconnaître, parce qu'on a toujours peur d'être pris pour un fou, tout ça, et parce que c'est quelque chose qui est pas très concret, comme le corps, une blessure au niveau du corps, ça va encore, une maladie, ça va encore, mais parler de blessures, justement, de l'âme, Ouais. on a un petit peu plus de difficultés. Mais c'est justement, c'est en s'occupant réellement de ces blessures, en les abordant franchement, avec honnêteté, avec authenticité, en se disant, bah, effectivement, là, ça perturbe mon esprit, je ne suis pas à l'aise dans telle ou telle circonstance, lorsque je suis au contact, je ne sais pas, de telle personne, eh bien, ça réveille des angoisses, ça réveille des peurs, et là, je peux examiner mon esprit pour voir justement comment tout cela se crée en moi, pour arriver à me débarrasser. Et on parlait de la sérénité financière, justement, quand j'ai abordé cette relation à l'argent, mais j'invite les gens, justement, à regarder en eux-mêmes et regarder ce que ça réveille en vous. Qu'est-ce que ça réveille en vous chaque fois, justement, on aborde le sujet de l'argent. Si vous voyez une personne riche, si au contraire vous voyez une personne pauvre, si la personne que vous détestez le plus au monde se met à gagner beaucoup d'argent alors que vous vous êtes fauché, qu'est-ce que ça réveille en vous? Ouais. Et c'est intéressant où on va voir justement toutes ces blessures qui sont en nous, toutes ces peurs qui font qu'on n'arrive pas à s'accorder justement, au moins ne serait-ce que d'avoir une vie confortable sur le plan financier. Et donc, on va voir que tout ça est caché. Et donc, il s'agit, si on veut se réaliser, c'est-à-dire se détacher de son ego, il faut d'abord s'en occuper, c'est-à-dire se débarrasser justement de toutes ces blessures qu'on a en nous, ces blessures on va appeler les blessures de l'âme. Et de temps en temps, il faut savoir aussi, c'est que, comme disait Sogyal Rinpoche, c'est la nature qui traite les processus. Que de temps en temps, on peut aussi, c'est-à-dire que la spiritualité peut venir au secours justement de l'ego. C'est-à-dire que là, en mettant de la lumière, eh bien, on va pouvoir justement se défaire, même parfois très rapidement, justement de ces blessures, et sans les nier. Et ça, c'est très important. Parce que combien de fois je vois des personnes qui vivent cette espèce de spiritualité désincarnée, où on utilise des techniques qui vont élever très rapidement la conscience, sans tenir compte. C'est un peu comme un plongeur. Il doit respecter certains paliers pour ne pas se mettre en danger. Parce que, comme j'ai expliqué il n'y a pas trop longtemps à une personne, je lui dis, mais ce que tu fais là, c'est comme si quelqu'un prenait un hélicoptère, t'emmène en haut de l'immeuble, mais tu ne sais pas monter.
Et donc, voilà. Et chaque fois, par un moyen artificiel, en fait, tu trouves le moyen de te mettre là-haut. Et tu ne sais toujours pas comment y aller. Donc, tu es toujours dépendante de la personne, tu es toujours Oui, dépendante ça. d'une substance où tu es. Et donc, tu ne sais pas toi-même monter les escaliers. C'est c'est quoi l'intérêt là, justement de gravir rapidement sans monter les escaliers là? La liberté. La liberté, Ouais, puisque mais maintenant, je peux. la liberté s'acquiert avec le fait que tu as des apprentissages, que tu tapes des murs parfois. Enfin, Bien sûr. c'est pas Et bien juste de sûr. partir du point A au point B en disant bah voilà, je suis arrivé au point B, mais j'ai rien vécu entre le point A et le point B. Mais oui, mais justement. Et c'est ça. C'est que toutes ces expériences nous façonnent, nous transforment, nous aident à nous réaliser, élèvent notre niveau de conscience, nous permettent d'acquérir de la maturité C'est ça. aussi. C'est c'est pour ça que je reviens à cette question. Qu'est-ce que ça apporte à la personne de griller toutes ces étapes? Rien, justement. Rien, parce que de toute façon, elle va devoir les reprendre à un moment ou à un autre. Hmm. Et ça va être même plus souvent difficile. Je l'ai vu dans le cas, par exemple, des gens qui utilisent de la drogue. Euh, ils sont complètement désincarnés, c'est-à-dire qu'ils ont complètement nié la souffrance. C'est-à-dire que Hmm. c'est une façon de s'anesthésier. Mais ils vont être obligés, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, de s'occuper du problème. Ils ne pourront pas le nier longtemps. Sinon, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que le corps, bah, il va déclencher un cancer. Parce que ça, on a été tellement peu à l'écoute, justement, on s'est tellement peu respecté, qu'il y a un moment, bah, le corps, il va frapper fort, il va dire que c'est le jeu des causes et des conditions. Hein. C'est-à-dire que là, on est en train de créer le terrain tout à fait propice, justement, à la maladie. Et la personne, à un moment, bah, voilà, c'est le corps qui parle. C'est, comme je dis souvent, c'est un peu comme si on est à bord d'une voiture. Il y a un témoin lumineux qui nous prévient qu'il y a un manque d'huile. Puis on se dit, bon, mais il faut que je continue. C'est comme si on retirait le témoin lumineux, on ne veut pas s'en occuper, on continue, puis bah, là, la voiture, elle tombe en calèche. C'est pareil. C'est pareil, c'est-à-dire qu'on ne peut pas constamment nier justement ces signaux, on ne peut pas constamment nier la vie, au contraire, euh, la vie veut notre bonheur. Mais elle est sans arrêt en train de nous dire, mais fais attention, Ouais, ça, elle passe des messages. voilà, c'est un message, on reçoit des informations, parce que la loi de cause et d'effet, elle est patente, qu'on le veuille ou non. Hmm. Là, on peut pas éternellement nier les faits et de créer ce qu'on est en train de créer. On le crée par notre ignorance, parce qu'on n'a pas conscience de ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que disait Christ, pardonne-leur, Seigneur, parce qu'ils ne savent pas Pas ce ce qu'ils qu'ils font. font. Hmm. Voilà. Et souvent, on ne sait pas ce qu'on fait. Si on le savait, Justement, justement, on est là pour ça. Haha. Il reste 7 minutes. Trois clés pour justement les personnes qui sont sur un cheminement d'éveil de conscience hein, et puis qui s'aperçoivent justement que l'ego et puis qui ont peut-être tout simplement pas su répondre à la première question que tu as posée en fait, à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le jeu. Qu'est-ce que tu donnerais comme clé? méditer. Ouais, Parce que c'est la clé, justement. La méditation, il faut que les gens comprennent bien ce que c'est. Le but de la méditation, c'est d'éveiller l'attention, donc d'éveiller on en a déjà parlé, puisqu'on a ouais, fait une émission là-dessus, et c'est bien parce que finalement, la boucle est bouclée. Comment dire, les émissions s'enchaînent, et finalement, c'est comme une espèce de puzzle qui finit par se compléter. Et donc, la méditation, a pour but d'éveiller l'attention, et l'attention permet justement l'éveil de la conscience. Parce que c'est comme si on allumait la lumière. Donc ouais. c'est pour ça qu'on parlait aussi des méthodes expéditives, que ce soit aujourd'hui, il y a une espèce de mécanique de la méditation électronique, c'est-à-dire on se met des sons, on se met des tas de Ouais. trucs. C'est très vendeur parce que les gens, ils aiment bien la facilité. Ça vendra toujours. Alors si vous voulez devenir riche, vous vendez de la facilité. Les gens, ils adorent, ça marche très très bien, c'est le meilleur moyen de manipuler les gens. Donc vous leur donnez de la facilité, ça va être facile. Vous mettez un truc sur les oreilles ou sur les yeux, ça va vous envoyer dans les sphères, je ne sais pas où, et puis les gens ont l'illusion de méditer. Mais bon, c'est que de la manipulation, il faut arrêter, et ça c'est la conséquence de la pratique. Donc tant qu'on ne voit pas par soi-même, tant qu'on ne réalise pas par soi-même, on ne peut pas se détacher. Ouais. Il faut, encore une fois, c'est gravir les échelons les uns après les autres, c'est-à-dire marche après marche, on arrive au sommet de la montagne, et c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à se réaliser et à s'accomplir. Il n'y a pas d'autre manière de faire. On peut pas tricher. Donc il faut que les gens acceptent justement ces étapes sans lesquelles c'est impossible de devenir un être complet, un être réalisé. Et puis, l'autre clé, c'est ne niez pas vos blessures, ne niez pas vos souffrances, justement, au contraire, abordez-les de front, acceptez-les, et dites-vous que, justement, vous avez besoin de vous faire aider, en tout cas, vous avez besoin il n'y a rien de honteux à se soigner,
à chercher à se guérir, parce que c'est pour plus de bonheur, c'est pour plus de joie, c'est pour plus de plaisir. Donc tout ça, c'est très important. Et puis ensuite, parce que quand on parle de dissolution de l'ego, faut pas essayer, on peut pas, comment dire, se débarrasser de l'ego par la force. Ouais. Parce que si C'est les même gens, limite dangereux. et puis même, ça sert à rien. Souvent, je vois des gens qui ont compris intellectuellement que l'ego était l'obstacle, donc ils disent qu'il faut détruire l'ego. Mais justement, on peut pas détruire l'illusion. Mm. Il faut sortir de l'illusion. C'est ça. Le truc, c'est de sortir de l'illusion. Et donc, pour sortir de l'illusion, eh bien, c'est de regarder. C'est d'allumer la lumière, d'ouvrir sa conscience et de regarder les choses pour ce qu'elles sont, telles qu'elles sont. Et là, on revient encore à la pratique de la méditation. Donc, pratiquer, 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 pratiquer. Ah, tu l'as dit 4 fois là. Voilà, je pourrais dire des milliers de fois. Bah écoute, merci Bruno, il reste plus beaucoup de temps. Merci Bruno pour toutes ces explications autour de l'ego. J'espère que ça va aider pas mal de personnes sur leur cheminement de vie, sur ce cheminement autour de la conscience, de l'éveil. Si vous n'avez pas réussi à répondre à cette question en début d'émission, alors qu'on a passé à peu près 56 minutes à vous en parler, repassez la bande et puis réécoutez, observez, pratiquez.